Donc on va terminer cette journée bien intense pour parler effectivement des violences subies en consultation gynécologie. Alors je sais, ça va être une thématique très... Enfin, on va être précautionneux à faire attention. Mais c'est une problématique dont on ne peut pas ne pas parler, puisque vous avez vu, ça va crescendo dans les dénonciations. On est quand même obligé de se caler quand on organise des congrès, de se caler aux problématiques du moment, et encore plus sur celles-ci, même si elles sont délicates à parler. On va commencer par la pratique à l'épreuve droits et devoirs en consultation par Madame Coraline Dumesménil, qui est donc docteur en droit, avocate au barreau de Paris et de Californie, qui intervient régulièrement auprès des femmes et des enfants victimes de violences conjugales et sexuelles en droit pénal, civil et en assistance éducative. À toi, Coraline. Merci beaucoup Rosa, merci à Laïus et merci à Marie-Laure Gamet qui est la personne qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui étaient là tout à l'heure, des nouvelles du front. Moi je suis avocate, je défends des femmes et des enfants victimes de violences. Donc qu'est-ce qui se passe devant les tribunaux? Est-ce que vos certificats médicaux servent à quelque chose? Bonne question, parce que après ce dont on vient de se parler, on se dit on aimerait bien être sûr que quand même. Bonne nouvelle, il y a 3 jours j'étais au tribunal correctionnel à Paris. Un homme renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des violences conjugales, dont des viols conjugaux. Effectivement, on aurait dû être aux assises, je sais. Mais les assises, c'est dès 2025 et moi, ma cliente, là, elle n'en pouvait plus. Donc, on a accepté la correctionnalisation, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une semaine d'audience, on a eu une après-midi, 6 heures. C'est pas long, mais on a fait du mieux que nous pouvions avec ces moyens. Donc, effectivement, dans ce dossier, qu'est-ce qu'il y avait ? 2 certificats médicaux de médecins généralistes, 2 certificats médicaux de gynécologues, avec des ITT. Chacun de ces médecins, bien conseillés par l'avocate de madame, avait mis ITT. Et soyez généreux, vous hésitez un petit peu, oui, j'ai un petit peu peur parce que si je mets ITT, qu'est-ce que je risque en fait? En fait, vous ne risquez rien, parce que le juge, quand il regarde votre ITT de médecin qui n'êtes pas aux UMJ comme le docteur Raphaël, dont le nom m'échappe, en fait, il s'en fiche. Par contre, si l'ITT est important, il se dit, ce médecin qui a pris du temps pour rédiger son certificat médical très précis, en fait, il a flippé grave. Quand il a mis 15 jours d'ITT, ça veut dire que là, la personne qu'il ou elle avait devant lui, elle était dans un état qui lui a fait peur, où il s'est dit, voilà, il faut vraiment faire quelque chose, que cette personne présente devant moi, là, c'est grave, c'était important, et il a mis son ITT. Voilà. Dans ce dossier, j'ai une personne, médecin aux UMJ pour le coup, qui m'a mis un ITT de 2 ans. Énorme, oui, énorme. Cette femme, elle était victime de violences conjugales pendant 20 ans. Et effectivement, comment on quantifie, comment on évalue, c'est extrêmement difficile. Le médecin est allé jusqu'à 2 ans, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est proche de la réalité. Et du coup, ça permet à ce que la juridiction sache tout de suite qu'on n'est pas dans une situation habituelle. Ce n'est pas les petites violences comme ça avec 3 jours d'ITT, allez 2 mois avec sursis, merci, au revoir. Non, là, monsieur, il risque 10 ans, il risque un mandat de dépôt. Le procureur de la République a demandé un mandat de dépôt à l'audience, il a eu de la chance, mais les magistrats lui ont demandé de se présenter en personne au délibéré et il va sûrement falloir qu'il prenne son petit sac. Voilà. Les violences gynécologiques et obstétriques. Alors, est-ce que ça date de 2017 ? Non, pas tout à fait. Est-ce que les femmes commencent à en parler depuis 2015 ? Non, pas tout à fait. Bon, ça fait un petit moment que ça dure, et ça fait un petit moment qu'elles ne sont pas contentes, et ça fait un petit moment qu'elles nous le disent. J'ai repris un petit peu l'historique du mouvement des femmes. Le mouvement des femmes, mi-années 70, elles sont dans la rue pour beaucoup de choses, mais aussi pour cette hiérarchie qu'elles vivent en consultation, pour ce sexisme qu'elles vivent en consultation contre ce qui est déjà appelé en 70 le système obstétrique. Mi-années 70, elles râlent contre l'accouchement médicalisé, et déjà à ce moment-là, on a des témoignages de, je mets des guillemets, femmes ordinaires. On a des personnes qui vont parler à l'émission de radio de Ménie Grégoire. Celles qui ont mon âge, qui n'ont pas trop de culture féministe, je pense, ne savent pas qui est Ménie Grégoire. Je vous invite à taper Ménie Grégoire dans Google et à découvrir qui est Ménie Grégoire. On a un ouvrage de Annie Leclerc, pareil, probablement
ma génération pas trop au courant, qui c'est Annie Leclerc, La parole des femmes. Et vous avez enfin ce livre fondateur, Les femmes sans tête, déjà en 70, on en parlait. Qu'est-ce qu'on voulait ? On voulait une révolution, on voulait faire ça autrement. On voulait un interventionnisme, dit-on, responsable. En 85, un bouquin sort, un bouquin important. Le titre est déjà bien parlant. Manuel de guérilla à destination des femmes enceintes. 85. Quand Rosa m'a appelée, elle me dit « Coraline, il faut que tu interviennes là parce que les médecins, ils ont peur. » Au mois de juin, article de Marianne, une plainte pour viol contre la secrétaire d'État qui n'est autre que gynéco, en plus qui travaille sur l'endométriose, en plus elle a remis un rapport au président de la République au mois de janvier en disant l'endométriose c'est grave, il faut faire quelque chose. Donc c'est une femme géniale, on a envie de l'aider, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'une personne comme ça, gynéco, se prend une plainte pour viol, et une deuxième plainte pour viol, et une troisième plainte pour viol, et des médias partout, toute la presse s'enflamme. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouverture d'enquête, le parquet se saisit. Mais tous ces gros mots-là qui vous font peur parce que vous êtes médecin, c'est pas votre vocabulaire. Moi, les mots médicaux me tombent dessus dans les expertises. Effectivement, je suis un petit peu le lapin dans les phares en me disant bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça fait la même chose pour les médecins, ça fait la même chose pour la société, ça fait peur. Alors on va arrêter d'avoir peur. Hein. Une plainte, c'est pas une condamnation pénale. Une enquête, ce n'est pas non plus une condamnation pénale. Par contre, qu'est-ce qui est certain ? C'est qu'une fois que vous avez votre visage dans la presse marqué à côté plainte, eh ben c'est galère. Donc effectivement, je vous comprends, on n'a pas envie d'être dans cette situation-là. Là, ça va, je me suis mise de votre côté, donc normalement, bon, ça va, vous m'en voulez pas trop. Depuis quand est-ce qu'on parle des violences gynécologiques et obstétriques ? Année 2000, revendication, l'Amérique latine s'enflamme. L'Amérique latine, bon, les latinas, Rosa nous en a parlé un petit peu, elles prennent cher. Méga machistes, etc. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que ce n'est pas l'objet, mais je vous invite vivement à aller voyager en Amérique latine sur ce sujet. Vous allez découvrir des réalités effrayantes. En 2010, les revendications arrivent en Europe. J'insiste, ça ne débarque pas de 2010, les violences gynécologiques. Ça dure depuis un moment et les femmes râlent depuis un moment. Pourquoi est-ce qu'elles se sont tues ? Pourquoi est-ce qu'elles ont été silenciées entre 1975 et 2010 ? Il y a plein de thèses féministes là-dessus, je vous invite à aller les lire. 2012, rapport du CIAN. C'est quoi le CIAN ? Collectif interassociatif autour de la naissance. Les femmes râlent, elles écrivent des rapports. 2014, le blog Marie couche-toi là, qui nous parle du point du mari. Bon, on a quelqu'un qui nous dit avec délicatesse que c'est surtout dans la tête des femmes que ça se passe. Bref, certains perdent souvent de bonnes occasions de se taire, nous le savons, ça nous a été rappelé. 2015, le blog Marie couche-toi là. 2015, la page Facebook Stop à l'impunité contre les violences obstétricales. 2017, paye ton gynéco. Bref, si t'es pas au courant, t'as pas de téléphone. Parce que là, on te le met dans le visage, tu veux pas en entendre parler, elles y vont encore et encore. C'était un tabou social et ça sort. Alors là, effectivement, on va revenir sur ce grand sujet. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait plein de choses. Des rapports. 2018, le Haut Conseil à l'égalité nous fait un rapport. 2018, l'OMS fait un rapport. 2019, la Cour des comptes qui épingle les ordres des médecins. 2020, priorité gouvernementale, attention, on est toutes prêtes. 2021, on fait des guides de bonnes pratiques. On considère que les médecins, en fait, ils ne savent pas, alors on va leur faire des bonnes pratiques. Bon, on oublie qu'il y a certains médecins, et pas tous en réalité, c'est quand même ça le problème. 2022, les 3 plaintes pour viol contre la secrétaire d'État. 2022, condamnation de l'Argentine par la Cour interaméricaine des droits humains, super important parce que condamnation financière à la clé. Contrairement à la CEDH où, franchement, on s'en fiche, il n'y a pas de condamnation financière. On revient devant les États membres, devant la Cour interaméricaine, il y a de l'argent. Donc là, les États font bien plus attention. Et il y a 10 jours, ça ne vous aura pas échappé, je suis sûre que vous l'avez sur votre table de chevet, la nouvelle loi, qui est sortie le 12 janvier 2023. À venir, attention teasing, 4 février, va sortir le rapport des juristes qui a été fait par donc Anne Simon et Elsa Suppiot,
qui sont dans toute une équipe qui travaille sur la redéfinition des violences gynécologiques et obstétricales. Hier, j'étais à une intervention au barreau de Paris sur ce sujet justement, et ma consoeur, maître Nathalie Boudet-Girardin, disait hier, il y a une perte de confiance réciproque entre les médecins et les patientes, et nous ne pouvons pas laisser continuer cela. Il faut que ça change, il faut prendre conscience de ce qui est en train de se passer et trouver des solutions pour y remédier. Alors je vais rappeler quelque chose que nous avons tendance à oublier. L'humain est allé sur la Lune. Je le rappelle, si on est capable d'aller sur la Lune, on va être capable d'accoucher et à ce que ça se passe bien pour les médecins et pour les humains. Bref, j'ai un peu d'espoir, je sais, docteur, vous me voyez là, vous doutez un petit peu, mais vraiment, j'aimerais bien. Gloria Steinem, eh oui, Gloria, je ne peux pas passer une communication sans parler de Gloria. If men could get pregnant, abortion would be a sacrament. Donc si les hommes pouvaient accoucher, l'avortement serait un sacrement. Je pense que c'est pareil pour l'accouchement. Si les hommes pouvaient accoucher, eh bien l'accouchement serait quelque chose d'absolument merveilleux. Dommage, c'est nous. Les femmes sont en souffrance. Et comme en matière de violence sexuelle, comme en matière de violence conjugale, qui sont les sujets qui m'occupent aussi beaucoup, on fait des rapports. Alors, quand ça saigne entre les jambes, un rapport, ça sert à rien. Donc elles en ont ras-le-bol. Les médecins, pareil. Quand ils ont des messages de médias avec marqué leur nom et plainte, les rapports, c'est bien gentil, mais ça ne rassure pas, ça ne sert à rien. Alors, je me suis plongée dans quelques ouvrages pour cette communication. Je vais les partager. Le livre noir de la gynécologie, je n'ai pas pu y échapper. Et il y a un autre livre par là, Rosa, si tu veux bien le montrer, pour que vous sachiez un petit peu dans quoi j'ai baigné. Voilà. Alors, quand on lit ça, franchement, on est surprise qu'il n'y ait pas plus de procédures judiciaires. Voilà. D'un point de vue procédural, vous savez bien comment ça marche. En droit, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir les procédures disciplinaires et on va avoir les procédures pénales. Disciplinaire sans médias, éventuellement vous vous en foutez un peu. Disciplinaire avec médias, ça craint. Disciplinaire plus pénal plus médias, ça va pas du tout. On le sait. En réalité, sur les sanctions disciplinaires, il y en a très peu. La jurisprudence vraiment n'est pas du tout à mettre les médecins en danger, en tout cas moi de ce que j'ai pu voir et de ce que ma consoeur a pu indiquer hier. Interdiction de 6 mois pour un médecin qui fait des gestes érotiques lors d'un toucher vaginal. Interdiction de 3 mois pour un médecin qui fait des gestes à connotation érotique lors d'une échographie avec sonde et appelle sa patiente « ma petite chérie ». Interdiction de 2 ans, par contre, pour le médecin généraliste qui fait de l'ostéo-intrapelvienne alors que la patiente est en vulnérabilité psychique. Voilà. On n'est même pas sur l'interdiction totale, hein. On est sur des interdictions limitées. Voilà. Pénal, disciplinaire. Est-ce que si je suis attaquée au pénal, comment ça va se passer au disciplinaire ? Est-ce que je peux me dire, c'est pas grave, en fait, c'est une condamnation pénale, mais je vais me pointer devant l'ordre et ils vont pas suivre la condamnation pénale ? Non. Si vous êtes condamné au pénal, ça va s'appliquer au disciplinaire derrière. Par contre, on en a un peu parlé, le pénal, le temps qui se mobilise, qui vous sorte une décision, ça va prendre du temps. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que vous n'êtes pas condamné, mais en fait, le temps de l'attente, si vous avez du média, évidemment, ça vous pourrit votre réputation. Donc c'est absolument catastrophique. En matière disciplinaire, je commence à vous dire que c'est pas si grave que ça. Le truc plutôt inquiétant quand on est médecin, c'est qu'en matière disciplinaire, on n'a pas de prescription. Qu'est-ce que c'est la prescription ? C'est le laps de temps pendant lequel une personne va pouvoir déposer plainte contre vous. En matière pénale, on a différents degrés de prescription. En matière disciplinaire, il n'y a pas de prescription. Donc une patiente que vous avez vue il y a 25 ans peut débarquer plus tard en disant « ouais, il y a 25 ans, vous m'avez ici, mis et là ». Bon, effectivement, il y aura des difficultés de preuve, mais c'est possible. Et ça, c'est inquiétant. On a encore des jurisprudences assez hallucinantes. Palpation. Alors, une personne qui vient voir un médecin pour une contraception orale, qui ne comprend pas la palpation mammaire. Le médecin dit « c'est consentement implicite ». Il y avait sûrement un problème de discussion et de la manière par laquelle ça a été amené. Épisiotomie malgré le refus de la patiente, refus explicite de la patiente. Derrière, ce qui a été indiqué, c'est que l'épisio était
indispensable pour le bébé. Et la femme qui avait porté plainte devant le Conseil de l'ordre, puis qui avait fait appel, à elle, était condamnée à 3 000 € pour procédure abusive. Je pense que ça a été plutôt 3 000 € en fait pour les frais de justice du personnel de santé, du médecin dans l'espèce. Alors sur le pénal, j'y viens. Vous avez l'article 122-4 du Code pénal qui énumère les causes d'irresponsabilité. En fait, donc si vous êtes dans cette situation-là, on ne pourra pas vous mettre en cause. Qu'est-ce que c'est ? C'est si le professionnel de santé porte atteinte à l'intégrité physique, il faut que ce professionnel ait un titre valable, que le but soit thérapeutique, que le consentement de la personne soit libre et éclairé, et que l'acte ait été fait dans les règles de l'art. Effectivement, quand on est professionnel de santé, on va parfois devoir agir sur le corps de la personne et porter, entre guillemets, atteinte à l'intégrité physique. Ce serait une atteinte à l'intégrité si ce n'était pas fait par quelqu'un d'autre, mais tant que vous avez ces 4 critères, vous êtes protégé. Si on n'est pas dans ces 4 critères, alors là, on va devoir regarder les autres qualifications juridiques. J'ai fait exprès de ne pas faire de PowerPoint, parce que si je fais un PowerPoint, vous allez les lire, et si vous les lisez, vous n'allez pas me suivre. Donc, le Code pénal, qu'est-ce qu'il dit sur le viol ? Alors, levez la main les personnes qui ont déjà lu l'article du Code pénal sur la description du viol. D'accord ? Bravo, génial. Alors, est-ce qu'un viol, c'est un acte de pénétration sexuelle sous contrainte où je tiens avec les bras et je force, et si elle dit non, je le fais quand même ? Est-ce que c'est que ça, un viol ? Non, 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 elle dit la dame au fond, elle a raison. Alors, un viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Les 4 critères sont alternatifs et non pas cumulatifs. Alors, Anne Simon et Elsa Suppiot, dont je vous ai parlé, attention au rapport le 4 février 2023, il faut que vous lisiez ce rapport, c'est très important, je pense, pour vous. Donc, je vais essayer de faire un peu comment dire, je vais dévoiler un peu ce qu'elles vont raconter, même je n'ai pas lu le rapport, mais par contre, elles en ont parlé un petit peu hier, donc je vais vous dire. Ce qu'elles indiquent, c'est que mettre en cause un professionnel de santé pour viol devrait se circonscrire à la situation où les actes ont été commis dans un contexte sexuel, c'est-à-dire le gynécologue, la sage-femme, le maïeuticien, qui va vraiment violer la personne, qui va pénétrer sexuellement la personne en ayant l'intention de commettre un acte dans le cadre d'une sexualité. C'est l'argument qu'elles développent. Elles en ont déjà parlé au mois d'août 2022. Il y a une tribune dans Le Monde pour celles et ceux qui voudront s'y référer. Et donc, a priori, j'ai l'impression que c'est l'argument qu'elles vont développer dans ce rapport. Donc, je vous invite à le lire. Moi, ma réflexion, c'est qu'effectivement, les mises en cause, j'en ai un qui arrive là dans quelques semaines dans un dossier, monsieur me dit, oui, j'ai mis mon sexe dans le vagin de madame, c'était le petit copain. Oui, elle m'a dit non. Mais c'était pas du viol, parce que moi j'avais pas l'intention de la violer. D'accord. Donc en fait on a toute la caractérisation objective matérielle de l'infraction, mais il va tenter de me dire c'est pas du viol parce que je voulais pas la violer. Bon, on va voir, réponse dans 4 semaines. Si ce n'est pas du viol, imaginons, on est dans un acte, une situation où le praticien aurait fait un acte de pénétration sexuelle ou qui aurait eu des conséquences pour la victime. Pour elle, c'est une grande violence. Qu'est-ce que c'est juridiquement ? On a autre chose. Et l'autre chose, c'est des violences. Violences qui peuvent être involontaires ou violences qui peuvent être volontaires. Vous ne le savez pas, mais le Code pénal ne définit pas ce que c'est qu'une violence. C'est défini en fonction des conséquences. L'ITT. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous sriner avec l'ITT, parce qu'en fait, le nombre de jours d'ITT va nous emmener devant un tribunal de police, c'est-à-dire contravention routière, tapage nocturne, fête à côté et client de la prostitution. C'est ça, les contraventions, c'est le petit tribunal de police. C'est pas hyper solennel. Ou alors, plus de 8 jours d'ITT, tribunal correctionnel, ou alors crime. Et alors là, on est devant la cour d'assises, c'est encore autre chose. Je passe sur les chambres criminelles. Voilà, je vous ai dit. Donc, on plaide en ce moment pour une nouvelle infraction à venir. Alors, la nouvelle infraction à venir, ils nous l'ont sortie là dans le rapport du Sénat. Ça date du 12 janvier 2023. Je vais vous la lire. Je pensais vous épargner, mais en fait, non. Il n'y a pas de raison. Hein, on doit tous en profiter. De la violence gynécologique et obstétricale, comment est-ce qu'ils nous ont défini ça ? Alors, accrochez-vous. Constitue une violence gynécologique et obstétricale le fait
pour un professionnel de santé de procéder à un acte ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d'une patiente en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Alors là, pour le juriste, comment on va faire pour établir ça? L'enfer. Quand même, on en a un « ou » qui est un peu plus explicite, ou de porter atteinte à son intégrité en raison de séquelles physiques ou psychologiques. Bon, là, on voit un petit peu, si on a des séquelles, on aura une atteinte à l'intégrité, on pourra qualifier les faits. À mon avis, il ne faut pas vous arc-bouter sur cette proposition de loi parce que ça va être profondément remanié. C'est, à mon avis, pas suffisamment précis. Et ça ne passera pas le filtre du Conseil constitutionnel. Enfin bon, je pense que ça ne passera pas. Et c'est une contravention de 5e classe, donc qu'est-ce qu'on risque? 1 500 € d'amende. Là, par rapport à la demande des femmes qui est d'être reconnues dans ce qu'elles ont vécu, qu'on reconnaisse que c'est une violence, etc., nous mettre encore une contravention de 5e classe, c'est du foutage de gueule. Elles vont complètement trouver ça inadmissible, elles auront raison. C'est exactement la même chose que pour le délit de répression des clients de la prostitution. Et j'ai dit un gros mot, voilà, c'est ça. On nous a injecté de la dignité là-dedans. Enfin, je ne vais pas repréciser là-dessus parce que j'ai plus assez de temps. Aïe, aïe, aïe. Que faire? Ben oui, que faire? Les solutions. Les solutions. Quand le corps médical n'écoute pas, se moque des femmes, ça ne va pas. Ce qu'il faut que le corps médical se souvienne toujours, c'est que les femmes ne connaissent pas leur propre corps. La méconnaissance est encore vraiment très importante, même en France. Elles savent à peu près rien sur l'accouchement, ou alors des on-dit, ou alors des faux trucs. Elles ont absolument besoin d'être informées, d'être encouragées à se renseigner, à poser des questions, à être informées au regard de leurs propres besoins à elles. Il faut aussi arrêter les messages qui leur demandent d'être des super-héros. Voilà, dans mon dossier de la semaine dernière, madame, elle avait 4 enfants, il fallait qu'elle fasse en plus toute la maison, les animaux domestiques, plus travailler, etc. Et les médecins qui n'ont pas aidé, en fait, qui n'ont pas aidé sur le fait de reconnaître que c'était pas normal qu'on lui demande tout ça. Voilà, c'est important qu'on arrête d'en faire des super-héros. Toutes ces femmes qui ont porté plainte, toutes ces femmes qui parlent sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des minorités, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a en réalité bien plus qui ne parlent pas, et quand vous grattez un tout petit peu cette effrayance qu'on entend, c'est la même chose sur les violences conjugales, sur les violences sexuelles et sexistes. Quand je dis que je travaille sur ce sujet, ah non, mais moi, mais pas du tout concernée, mais non. 30 secondes plus tard, paf, la nana me raconte un viol. Ok, tout va bien, on accueille, on respire, ça va bien se passer. L'aveuglement. Être particulièrement conscient. Donc effectivement, vous voyez, moi je travaille que sur les violences conjugales et sexuelles, donc vous allez dire, la fille est un petit peu obsédée par ça. Bref, ce qui est important, c'est que quand vous êtes médecin, vous ne vous dites pas instinctivement, tiens, cette personne a été victime. Eh bien, en fait, il va falloir se le dire. Cette personne a peut-être été victime. Donc, quand on arrive sur cette partie du corps, on est sur une partie du corps qui a été traumatisée. Soit la personne le sait, elle s'en souvient, soit la personne ne s'en souvient pas et leur mémoire amnésique. Les violences sexuelles, c'est une bombe à retardement. Et quand ça explose, ça fait très mal. Il faut que vous le sachiez, que théoriquement, vous sachiez que c'est possible parce que en ayant conscience de ça, et je rebondis sur l'intervention de Marie-Laure qui était de dire l'important c'est la conscience, le fait que vous ayez conscience de ça va vous permettre d'avoir un accompagnement adapté. L'important, ce que les femmes ont le plus besoin, c'est de l'écoute. Je pense que la meilleure manière pour les médecins de ne pas être attaqués par leurs patientes, c'est de les écouter, c'est de prendre un vrai temps avec elles, de faire le point, et c'est la meilleure manière en fait par laquelle vous vous protégerez. C'est l'avocate qui vous parle avec ses petits moyens. Merci pour votre écoute. Merci Coraline pour tout ce posé bien concret. Nous poserons les questions à la fin des 3 interventions. Donc on va enchaîner par les recommandations du SENGOF et qui va être faite par Robin Geoffroy, qui est gynécologue au CHU de Lille, qui est secrétaire général du SENGOF. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation et à Karine qui m'avait invité pour parler de ce sujet, effectivement un sujet un peu brûlant quand même. Alors, ce n'est pas vraiment les recommandations dont on va parler. Les recommandations pour la pratique clinique, elles ont été présentées il y a 2 jours et je n'ai pas accès, moi, au texte complet. Donc, c'était difficile
de les présenter comme ça, mais en discutant avec Karine, c'était vraiment la charte de la consultation par rapport à ces problématiques dites de violence. Alors cette charte, je vais vous la présenter, mais on va forcément revenir un peu sur le contexte, même s'il y a des choses qui ont déjà été dites. Alors c'est sûr que vous savez, toute cette succession de plaintes qu'il y a eu, qui ont été rappelées dans les médias, notamment en 2021, qui ont conduit effectivement le collège, qui était déjà depuis de nombreuses années, notamment sous l'impulsion d'Israël Nizan, qui est ici dans une dynamique de bientraitance. Et donc l'idée, c'était d'améliorer, de proposer une réponse à un moment de crise de confiance et de défiance des femmes vis-à-vis des gynécologues, et de proposer cette charte pour essayer de rassurer un petit peu tout le monde par rapport à ce que c'est que la consultation. Et le but de cette charte, c'est vraiment de respecter le consentement et l'autonomie des femmes, bien entendu, qui doit être absolument respecté. Alors on est dans un climat hostile, hein, les hashtags paye ton utérus, hashtag violence obstétrique gynécologique, avec des slogans, vous voyez, hein, merci de demander avant de nous toucher, donc quand même des témoignages qui ressortent de femmes qui ont vraisemblablement vécu des choses difficiles. Voilà, à partir du moment où toi tu l'as vécu comme une violence, alors c'est une violence, je te crois. Donc c'est des choses assez fortes, hein, qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux. Vous savez également que la plainte vis-à-vis du professeur Daraï a au départ été qualifiée de viol, ça a été discuté tout à l'heure. Il y avait quand même des slogans, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, mais il y a quand même marqué « honte d'être gynécologue ». Pour tous ceux, et on est une majorité, qui cherchent à faire les choses bien, avec bienveillance, vis-à-vis de toutes les femmes, de voir ça, ça fait quand même très très mal, je pense. Et on a tous quand même, d'une certaine façon, été, je ne dis pas que ça n'a pas lieu, hein, loin de là, hein, les patientes nous en parlent en consultation, hein, et on entend des choses effectivement qui sont parfois édifiantes, mais ça reste quand même des histoires ponctuelles, et c'est sûr que c'est dur de voir que les femmes se retournent contre notre profession en nous accusant indirectement d'être des violeurs en puissance. Alors il y avait eu aussi, vous savez, en 2018, le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous allez voir, il donne une définition des violences gynécologiques et obstétricales qui a déjà été développée dans plusieurs topos, donc je ne vais pas revenir en détail dessus, mais il y avait quand même marqué que ces violences, enfin, ces actes qui sont assimilés à des violences, n'ont pas nécessairement l'intention d'être maltraitants. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'avait pas forcément toujours été redit, et c'était quand même dans ce rapport, mais bon, ça avait bien été étouffé, puisqu'on nous a quand même accusés de violeurs en puissance. Mais sur la couverture de ce rapport, et je me souviens que j'en avais parlé avec Brigitte à l'époque, il y avait... vous avez mal pendant vos rapports, mettez-y un peu du vôtre. Si je vous fais mal, c'est de votre faute, vous êtes trop grosse. La meilleure contraception, c'est de fermer les cuisses. Voilà, donc ça, c'était quand même des messages d'une violence inouïe, et c'était ça qui était quand même en première page de ce rapport. Alors, je trouve que pour un truc qui se veut sérieux, je ne dis pas que ces témoignages sont faux, je pense qu'effectivement, j'ai déjà entendu les deux derniers, je les ai déjà entendus rapportés par des patients, donc ça se dit. Par contre, être sur un rapport comme ça, c'est quand même un petit peu spécial, mais ça montre quand même un petit peu l'ambiance presque de dénigrement qu'il y a autour des professions de la santé qui s'occupent des femmes, que ce soit les médecins ou les sages-femmes. Alors on a eu la chance d'avoir une de nos internes, qui est Pauline Lerouge, interne de gynécologie médicale, qui a passé sa thèse l'année dernière et qui m'a donné l'autorisation de partager quelques informations. Elle a fait un petit peu un état des lieux du vécu des femmes par rapport justement à toutes ces consultations gynécologiques. Elle a été encadrée par Karine, donc c'est un travail super qui, je crois, est en cours de rédaction pour, j'espère, publication. Vous voyez, alors c'était un truc extraordinaire parce qu'elle a lancé son questionnaire sur Facebook. En 48 heures, 1270 femmes ont répondu. Donc c'est vraiment, les réseaux sociaux, c'est négatif pour certaines choses. Là, pour un recueil de thèses, c'est quand même topissime. Et donc vous voyez, alors des femmes assez jeunes, forcément, hein, c'est le biais un petit peu des réseaux sociaux, mais vous aviez quand même 3% de femmes de plus de 60 ans qui ont été interrogées. Alors je ne vais pas vous faire toute la thèse, mais il y a quand même des choses assez intéressantes. Alors, est-ce que vous ressentez votre praticien comme autoritaire? Alors 85% disent non, 15% disent oui. Alors je me souviens que dans le jury, il y en avait qui se réjouissaient que ce soit 85% de non. Mais moi, j'ai été très contrarié qu'il y ait 15% de oui, en fait. Donc il y a quand même 15% de praticiens qui ne donnent pas forcément une impression agréable aux patientes. Quand vous regardez l'écoute du praticien,
bon, allez, un petit 3/4 se disent, ils m'écoutent tout le temps, mais il y a presque, oui, un bon tiers même, qui finalement, a priori, c'est parfois, voire jamais. Et puis il y a la sensation de jugement. 26% se sentent jugés assez souvent par leurs praticiens, 5% très souvent, 69% jamais. Moi, là, j'avoue que je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais je vois plutôt le verre à moitié vide. Ces parties-là, elles sont effectivement assez choquantes. Par rapport à l'IVG, 20% des femmes rapportent sur cette enquête des tentatives de dissuasion. 20%. Donc ça peut être aussi une forme de violence un peu psychologique dans ce contexte-là. Et le sentiment d'avoir été jugé par le praticien, ce qui dans le cadre de l'orthogénie est bien sûr totalement scandaleux. On en a parlé hier. Avez-vous déjà eu des rapports avant votre premier examen avec un spéculum? Le retour des femmes, c'est quand même 28% ont eu un examen au spéculum sans avoir eu de rapport sexuel. Alors je ne sais pas si c'est pas possible, mais on l'a vu, et c'est quand même, je trouve, édifiant. Alors là, moi, je me suis estomaqué. Le praticien vous a-t-il questionné sur le fait d'avoir déjà eu des rapports? Il y a la moitié qui ne se sont pas intéressés à ça. Voilà. Donc ça pose quand même des questions. Là, je ne vous cache pas que j'étais un peu déprimé, moi perso, à la fin de cette thèse, en disant, bon, c'est vrai qu'il y a quand même du taf. Alors mon hypothèse, elle n'engage que moi, mais sur le fait que, quand même, ce que je disais, l'immense majorité des professionnels de santé ont vu la société évoluer, ont vu les besoins des femmes évoluer, et quand même, ça se passe bien pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Et certains collègues ne sont absolument pas dans la remise en question. Voilà, et ça pose vraiment de graves problèmes. La médecine paternaliste, qui a peut-être été enseignée à une époque, en tout cas pas à mon époque, mais peut-être avant, c'est fini. Les femmes ne veulent plus de ça. Je sais que j'avais un professeur d'éthique en première année de médecine qui nous disait que le paternalisme, ça n'a pas sa raison d'être. En tout cas, pas dans le soin. On y reviendra tout à l'heure. Les patients et les patientes, et ça c'est la loi Kouchner, sont devenus de véritables acteurs de leur santé. On va le voir tout à l'heure, ils doivent intervenir dans la décision thérapeutique. Et puis surtout, que tout ça doit se faire avec le consentement après une information loyale, claire et appropriée. L'information loyale, c'est une information honnête. Alors, honnête, ça ne veut pas dire qu'il faut être forcément cash et démolir quelqu'un. « Ah, madame, vous avez une ménopause précoce, en fait, vous n'aurez jamais d'enfant. Au revoir. » Non, on y va, on dit les choses, hein, on n'est pas obligé, mais on peut les dire quand même de façon honnête, mais gentiment. Elle doit être intelligible, donc s'adapter aussi aux patientes, à leur culture, parfois à leur langue. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que ce soit facile à comprendre. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Et je pense qu'il y a toute une génération de médecins, de sages-femmes qui ont été formés là-dedans. Beaucoup de médecins qui n'avaient pas forcément été formés à ça, s'y sont mis spontanément ou ont eu cette qualité empathique dès le départ, qui est quand même une qualité des gens qui veulent soigner au départ. Je ne suis pas sûr, malheureusement, qu'on en puisse enseigner l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose qui est une donnée. Voilà, je trouve que c'est une grande qualité, mais tout le monde ne l'a pas forcément, et tout le monde n'est pas capable, effectivement, de se mettre à la place des autres. Alors, on est dans un changement de paradigme largement amorcé, qui est que, vous voyez sur ce petit diagramme en bas à gauche, la préférence du patient, son choix, ce qu'il se ressent, fait partie de la décision, au même titre que les données de la science, et au même titre que l'expérience du clinicien. Je vous rappelle que la médecine est une science, mais aussi un art, qu'il y a des recommandations, mais que parfois il faut peut-être savoir sortir de ces recommandations, notamment pour s'adapter aux préférences des patients. Et finalement, il y a sur le site du Conseil national de l'ordre des médecins, ils disent que les pistes pour améliorer la relation médecin-patient, puisque finalement toutes ces problématiques-là, on la voit beaucoup en gynécologie, mais ça intéresse la relation médicale au sens large, ils disent que c'est vraiment l'empathie, l'écoute empathique bienveillante sans jugement qui permet que tout se passe finalement bien. Et mon chef de pôle, Damien Subtil, dit toujours exercer la médecine, c'est soigner, c'est ce qu'on nous apprend à la fac, et prendre soin. Voilà. Et ça, alors ici c'est la fac de médecine de Lille, mais ça pourrait être j'aurais pu mettre toutes les facs de France. On est quand même très formés en première année de médecine, la biochimie, la biophysique. On vous casse des sciences humaines, mais en fait on vous
mettre dedans, je me souviens, Necker, ils avaient de l'anatomie, nous, on nous mettait de la génétique. Voilà, c'était un peu un fourre-tout quand même. Il y avait quelques trucs de sciences humaines, mais finalement, on était là pour apprendre la biochimie, la sémiologie, la thérapeutique, les tiroirs de l'internat. Et cette notion de prendre soin, finalement, c'est dans cette réforme d'une deuxième cycle que certains critiquent, effectivement, à certains égards, où quand même, ce savoir-être avec les patients, il va enfin être évalué. Alors tout ce blabla, c'était pour introduire aussi quand même cet intérêt de la charte de la consultation en gynécologie obstétrique qu'on a donc rédigé avec plusieurs sociétés savantes que je présenterai tout à l'heure et présenté officiellement au grand public le 21 octobre 2021. Je ne vous cache pas qu'on a eu de ce fait-là des vacances de la Toussaint qui étaient chargées en interview, parce que forcément c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit, avec des gens qui étaient contents, pas contents, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc l'idée de cette charte, c'est vraiment de rétablir la conscience. Alors je ne vais pas vous lire tous les points, je vous résume. On sait que c'est une consultation qui est différente où on va toucher à l'intimité. On doit être bienveillant, respectueux, on en a parlé. Cet examen clinique n'est pas systématique, c'est ce qui a été mis en avant dans les RPC, c'est ce que moi j'avais appris aussi avec beaucoup de gynécologues lors de mon internat. Il y a des situations où on n'est pas obligé de proposer un examen. Je vois parfois des patientes qui voient leur gynéco ou leur sage-femme plusieurs fois dans l'année et qui passent à l'examen pelvien à chaque fois de façon systématique alors qu'il n'y a pas forcément d'indication. Ça, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent quand même être étonnantes, donc il ne faut pas que ce soit systématique. Cet examen, il est précédé d'une explication. C'est vrai que voilà, un premier examen gynécologique, montrer un spéculum, montrer à quoi ça sert, être rassurant, dire est-ce que vous vous sentez prête? C'est des choses qui paraissent évidentes, pour certains en tout cas, et en tout cas, il faut maintenant essayer d'appliquer ça. L'examen, il va fournir un certain nombre d'éléments, donc en fait, il faut pouvoir expliquer à la patiente ce qu'on attend de cet examen. Si effectivement on n'en attend rien, bah, ça ne sert à rien de le faire. On est d'accord. L'accord, on a mis en avant, et c'était une grande discussion sur le fait, en tout cas, que nous, on assume qu'il doit être oral, hein, et qu'il doit être recueilli avant tout examen clinique. Mais comme un accord peut être évoqué à tout moment, la femme a le droit aussi, on le verra tout à l'heure, de s'arrêter en cours d'examen en disant « là, j'ai mal, on arrête » ou « top ». Et on accepte. En tout cas, il ne faut surtout pas essayer d'aller plus loin. Respecter la pudeur des femmes dans la préparation, accepter, alors hors Covid, la présence d'un accompagnant, mais maintenant les choses, on va dire, s'assouplissent quand même à beaucoup d'endroits. Expliquer ce que c'est qu'un examen, bon, ça vous connaissez. Rappeler effectivement, parce que c'était une des grandes problématiques de l'examen rectal dans certaines plaintes, que parfois il peut être justifié dans des consultations d'expertise, d'endométriose avec atteinte digestive. Oui, cet examen peut être justifié, mais en tout cas, on ne le fait pas en dépistage, ça vous le savez. Et donc la patiente peut l'interrompre à tout moment. Le fait qu'il peut y avoir des étudiants, c'est essentiel. Moi, je travaille, je suis effectivement enseignant, j'ai des étudiants à ma consulte publique, à ma consulte privée, mais c'est toujours en accord avec les patientes qu'ils assistent à la consultation, voire parfois à l'examen, voire parfois pratiquer l'examen, mais ça me paraît là encore une évidence. Cela dit, c'est important peut-être de rappeler que ça doit faire partie de la façon dont on aborde les consultations. Et puis que finalement, les termes de cette charte, elles s'appliquent à toutes les explorations d'imagerie gynécologique. Échographie endovaginale, colposcopie, stéroscopie. Simplement pour vous dire qu'il n'y a pas très longtemps, une de mes patientes, que je suis depuis très longtemps pour une problématique d'infertilité, je vous passe les détails, je m'étais, comme c'est dans le cadre de mon suivi en libéral, je la suis moi-même, et puis à un moment où j'ai malheureusement été en arrêt maladie en octobre, c'est une de mes collègues dans le service qui a fait son écho un matin. Et quand je la revois, je dis alors comment ça s'est passé? Et là, elle explose en sanglots en me disant je crois que j'ai été violée. Je dis ah bon? Oui, je me suis assis sur la table et hop, il y avait la sonde d'échographie, on ne m'a pas demandé. Alors c'est vrai que moi j'ai l'habitude, je mets un petit papier, je dis est-ce que vous êtes prête madame? Et c'est étonnant de voir qu'il y a beaucoup de femmes qui font, parfois ça met 30 secondes à dire je suis prête, mais je pense qu'il faut attendre ce moment d'être prêt. Et bien là, elle était installée, il y avait du turnover. Voilà. Bon, il faut désamorcer les choses. Je pense qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé l'AMP, ou 15 ans, il n'y aurait jamais eu ce genre de choses. En tout cas, ce ne serait pas remonté tel quel. Là, aujourd'hui, c'est le terme de viol qui est sorti parce que ça a été ressenti comme tel, même si, on le sait, ça n'est pas... En tout cas, il n'y avait pas une volonté sexuelle lors de cet examen par ma collègue. Les signataires de la charte, donc vous voyez, c'est le CNGOF qui a été vraiment à l'initiative au départ. On a voulu, et c'est
c'était un choix de la présidente et de moi beaucoup, que vraiment les enseignants de gynéco-obstétrique et de gynécologie médicale soient partie prenante et donc pu donc relire et corriger tout ce qu'ils voulaient dans la charte. La Fédération des collèges de gynéco-médicale et la Société française de gynéco, et également la Société française de gynécologie et pathologie pelvienne. Chirurgie gynécologique pelvienne, pardon. Donc ça, c'était pour nous extrêmement important qu'il y ait tous les principaux acteurs. Voilà, alors certains n'ont pas souhaité s'associer à cette charte, on pourra en parler éventuellement tout à l'heure. Je pense quand même que c'est déjà super d'avoir réussi à être nombreux et d'avoir intégré le fait que le SEGO, donc pour les gynéco-obstétriciens, et le CNEGM pour les gynécomèdes, les collèges d'enseignants, se sont engagés à transmettre cette charte à tous les nouveaux internes tous les ans, pour que quand on démarre un cursus de gynécologie médicale ou obstétrique, on soit au courant de ça. Et cette charte, ce qu'on attend, c'est qu'elle soit affichée dans les salles de consultation, en libéral, dans les hôpitaux, pour que les patientes en fait puissent voir comment ça va se passer, comment ça doit se passer, et qu'on sache, et que ce soit finalement une forme d'engagement aussi du praticien, que ça se passera comme ça. C'était ça un petit peu le but. Alors, qu'est-ce que pensent les femmes de cette charte ? Merci les réseaux sociaux. Donc là, c'est la thèse d'Apolline Yves, dont je suis directeur de thèse, dont on vient de terminer là les inclusions. Donc un questionnaire diffusé via les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn essentiellement, dans lequel on a eu 1006 femmes qui ont répondu. Alors, ça s'est arrêté tout récemment, je n'ai pas les données exactes. L'objectif est bien sûr de faire de ce travail une publication en langue française. Ce qui est quand même intéressant, c'est que les femmes ont évalué point par point chaque point de la charte, en la notant sur 10. Mais quand on leur a demandé de noter sur 10 l'intérêt de cette charte, la moyenne est à plus de 9 sur 10, avec un écart type qui est très très faible. Donc ça veut dire que globalement, les femmes, elles sont très 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 contentes que ça existe, très rassurées, y compris celles qui n'ont jamais eu de problème. Parce que ça, on a déjà pu croiser un petit peu les données. Celles qui disent « moi, ça se passe toujours bien », eh ben, n'empêche qu'elles sont hyper contentes que ça existe. Alors, il y a des pistes d'amélioration, peut-être préciser certaines choses. On parle des femmes, on nous demanderait de peut-être faire un texte un peu moins genré aussi, dans le cadre de l'évolution, mais pourquoi pas, qu'il y ait plus de signataires. C'est vrai qu'on a été assez déçus, par exemple, de ne pas avoir été suivis par le Collège national des sages-femmes, qui avait souhaité, aurait voulu la rédiger elle-même. Enfin bon, voilà, c'était un peu compliqué, et c'est dommage, je trouve. Voilà, peut-être que les choses vont continuer d'évoluer. Donc, cette charte, si vous voulez, c'est un outil pour restaurer la confiance. On a reçu des mails vraiment très désagréables de certains collègues, nous disant qu'on les infantilise, que cette charte est trop pleine de bien-pensance, ce terme-là, que certains collègues disent « c'est nous les sachants, mais de quoi vous mêlez-vous avec cette charte ? On va arrêter de nous dire comment faire notre métier. C'est pas maintenant que je vais changer ma façon d'exercer. » Voilà. Alors, je les ai gardés, les mails, parce que je les avais en travers de la gorge. Voilà. Mais pour moi, le plus important, et quand je dis ça, c'est pas démagogique, c'est que cette charte de consultation, elle semble plébiscitée par les femmes. Si j'avais pas eu le retour de la thèse d'Apolline, je vous aurais pas du tout dit ça aujourd'hui, forcément, j'aurais peut-être été plus... Voilà. Et surtout, alors là, ça c'est le constat où je suis tombé à la renverse hier, quand on a fait la session sur restaurer la confiance, on a eu la chance d'avoir Yasmine Kando, qui est la présidente d'Endo France, qui cet été, en 2022, a fait une enquête sur l'examen gynécologique chez les femmes qui souffrent d'endométriose. Yasmine Kando nous dit, c'est très intéressant, sur un échantillon énorme de patientes, que déjà 80% des femmes qui ont une endométriose s'attendent à être examinées quand elles voient un gynécologue, donc ce qui est quand même plutôt rassurant, comme quoi il faut continuer d'examiner les femmes ou au moins de leur proposer, ou si on ne l'examine pas, de leur expliquer pourquoi on ne le fait pas. Mais surtout, quand elles posent la question « Avez-vous connaissance d'une charte ou avez-vous déjà vu cette charte chez un médecin ?», 17% des femmes interrogées avaient vu ou pas cette charte. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, c'était très clair, c'était très bien. Alors, on va enchaîner avec les cliniciens de la sphère génitale Même Combat, qui va être présenté donc par le docteur Pierre Bondil, qui est urologue, oncologue, sexologue, président de l'AIUS. Je te laisse la parole. Merci à vous. Alors, en fait, pourquoi ? Alors, je suis urologue, oncologue et sexologue.
J'ai 20% de mon activité dont je m'occupais de femmes, hein, parce que les urologues, c'est surtout la prostate, donc le toucher rectal, c'est mon geste quotidien. Donc j'étais très intéressé par ce côté clinicien. Et je me suis dit, mais tiens, au fait, nous les urologues, moi des touchers rectaux, mon métier c'est de faire des touchers rectaux. Voilà, comme ça. Donc finalement, ce problème ne se pose pas, ou peu finalement chez les hommes. Pourquoi déjà cette différence entre les hommes et les femmes? Puis après, j'ai pris ma casquette de président d'AIUS, et je me suis dit, mais attendez, quand on s'occupe et d'urologue aussi, quand on s'occupe de santé sexuelle, de toucher les organes génitaux, on est vraiment également dans le domaine de l'intime. Donc ce qui est en train de se passer au niveau gynécologue, probablement qu'un jour ou l'autre, ça va nous tomber dessus, et est-ce qu'il faut réfléchir à ça? Voilà un petit peu la motivation. Pour ça, j'ai dit, quand Rosa m'a parlé de ça, j'ai dit, écoute, tiens, ça m'intéresse, parce que, tiens, je vais réfléchir là-dessus. Donc, je vous livre des réflexions. Hein, voilà, donc je ne suis pas... Eh bien. Alors, même combat. Alors, un prérequis, donc... pourquoi j'ai mis clinicien? Alors, clinicien, stricto sensu, c'est un médecin qui établit un diagnostic par examen direct du malade, et il y a également certains infirmiers ou infirmières avec une compétence spécialisée. Bon, maintenant, c'est plutôt revenir, moi, c'est sur le côté étymologique hein, du latin clinicé, c'est la médecine au pied du malade. Donc, en fait, c'est tous les professionnels de santé qui vont avoir une approche clinique, que ce soit par l'interrogatoire ou par un contact ou un examen au niveau physique. Alors quand j'ai regardé un petit peu Google, j'ai tapé violence subie, ben vous voyez quels sont les différents types de violences. Ben oui, on retrouve un petit peu la même chose, bien sûr sexuelle. Et puis je suis allé regarder un petit peu et j'avais trouvé une enquête que je trouvais très intéressante sur 10 000 personnes qui avait été faite par l'adresse, où on a regardé un petit peu quel est le sexe de l'auteur de violence ayant entraîné au moins un dommage important ou un dommage pour la santé. Donc ça nous concernait différemment. Ben, on voit que bien évidemment, on retrouve les hommes et les femmes. Et on voit qu'il y a une différence entre les violences à caractère sexuel, où il y a 94% chez les femmes, et chez les hommes, pardon. Et par contre, dans les violences morales et psychologiques, ça se répartissait. Bon, donc c'était quand même intéressant de voir ça. Alors, les gynécologues, j'ai quand même beaucoup d'amis IES gynécologues, des maltraitants en puissance. Parce qu'effectivement, quand on voit, bon, c'était pas mon domaine Dieu, mais que j'ai commencé à regarder sur Internet ce qu'il y avait, j'avoue que j'ai été un petit peu sidéré, quoi, quelque part. Acte sexiste durant le suivi, reconnaître des violences longtemps utéreuses, paye ton utérus, contre, alors ça je trouve extraordinaire, cette libération du 9 août 2022, donc éditoriale, et 2 pages dessus, contre les violences gynécologiques, des coups de pied aux étriers. Bon, donc vraiment, est-ce que vraiment c'est ce qui se passe? Alors, quand on regarde un petit peu violence sexiste ou sexuelle, de quoi on parle? Ben, vous voyez, une violence sexuelle, lorsqu'une personne impose à autrui un propos, un comportement, bon ça vous le savez, je ne vais pas revenir un petit peu là-dessus, mais on reparle à nouveau de la dignité d'une personne, l'intégrité psychologique et physique en cas d'une agression. Donc après, il y a les différentes formes de violence sexiste et sexuelle, donc je passe rapidement là-dessus, mais bon, c'est écrit comme ça, hein. Les points à retenir, c'est la notion de consentement est essentielle, ne pas dire non ne veut pas dire oui, quand il y a un contact physique, la violence sexuelle devient une agression à caractère sexuel. Les violences sexistes ou sexuelles sont sanctionnables pénalement. Et un des points communs, ça je l'ai rajouté, mais c'était dans le texte, des situations de violence sexiste et le rapport de domination qui l'accompagne. Donc vous voyez, ça c'est République française, Santé publique France. Alors toujours dans ce Libération du 9 août, violence sexuelle, ras les cons. Bon, ok, ras les cons, bon donc... il n'y a que des gynécologues hommes comme ça. Alors en fait, quand j'ai commencé à regarder un petit peu, je me suis intéressé à quelle était la répartition démographique des gynécologues hommes et femmes. Ben, on voit vraiment, vous voyez que au niveau du nombre de gynécologues médicaux, on a surtout des femmes, hein, à pratiquement 9 sur 10. Nombre de sages-femmes, c'est 89 sur 10, pour ne pas dire 97% de femmes. Il n'y a que chez les obstétriciens où on a à peu près une parité. Bon, et quand on regarde un petit peu la pyramide des âges, vous voyez, c'est 1er janvier 2017, ben en fait, il n'y a que des femmes, enfin majoritairement des femmes. Bon, donc ça me surprend déjà, vous voyez ça, comme ça, tiens, il n'y a que des femmes, bon, ok. Donc, que faut-il en penser? Alors, je reviens sur ce rapport du Haut Conseil, donc, que j'ai lu, hein, tout de même. Toutes les professionnels ne sont pas acteurs d'actes sexistes, les chiffres atteignent un phénomène relativement répandu dans le suivi gynécologique et obstétrical. Bon. Alors après, je vois épisiotomie. Enfin, je suis urologue, hein, mais l'épisiotomie, on coupait un axe sexiste, je ne vois pas très bien qu'est-ce que ça comme axe sexiste.
Après, les taux d'ésiotomie, oui, la deuxième, acte sexiste, pareil. 66% des femmes se déclarent pas du tout, plutôt pas satisfaites du suivi de leur grossesse et leur accouchement. Acte sexiste. Bon, je dis, enfin, attendez, on parle de quoi exactement? Alors, dernier, pas de problème, 3,4% de plaintes pour des problèmes d'agression sexuelle. Et oui, donc là, il n'y a pas de contestation. Enfin, 3,4%, même si c'est sous-estimé. Après, j'ai regardé un petit peu les chiffres clés des accouchements. Et en fait, vous voyez que dans 9 cas sur 6, les accouchements par voie basse non instrumentaux ont été réalisés par des sages-femmes. Et donc, 97% des sages-femmes sont des femmes. Bon, après, quand je vois violence obstétricale et qu'on les rapporte avec des examens sexistes, j'avoue que, bon, qu'on m'explique, hein, je suis urologue, hein, donc je veux qu'on m'explique, je ne comprends pas très bien ce qui se passe, vous voyez. Les gynécologues, des criminels en puissance, vous voyez, on a monté d'une gradation, donc je lis, hein. Et effectivement, quand on voit le comité de presse du Sengoff, je veux dire, c'était, nous appelons les pouvoirs, c'était un appel à l'aide quelque part, ce qui était normal d'ailleurs quelque part, les pouvoirs publics, une discussion, magistrats, vicars, représentants des patientes, donc c'est philosophes, médecins, autres, urologues, donc tous ceux et celles qui, dans l'intérêt, pratiquent des examens vaginaux ou rectaux. Okay. La charte a publié, le Sengoff a publié une charte d'examen gynécologique qui insiste sur la bivalence et le consentement indispensable et réaffirme le caractère essentiel. Voilà, il demande que ce soit bien divers. Bon, ça, je ne reviens pas, on vient d'en parler. Bon, heureusement que de temps en temps, hein, on voit tout de même des jeunes qui disent « Attendez, stop, là, il y a peut-être quelque chose qui me paraît excessif quelque part. » Et donc, on a le plaisir d'avoir Brigitte Leton avec nous. Ouais, donc, je ne savais pas que tu serais là, donc tu vois, j'ai mis « Réveillez-vous », donc j'ai dit voilà. Bon, bref. Après, quand on regarde un petit peu, mais au niveau des professionnels de santé, vous voyez, je veux dire, quand on regarde un peu quelle est la proportion d'hommes dans les professionnels de santé, eh bien, ce qu'on voit actuellement, c'est que chez les médecins, il y a actuellement un sur deux qui est une médecin, 87% chez les infirmiers, 51% chez les kinés, 92% les psychomotriciennes, 92% chez les soignants, 87% les ergothérapeutes. Donc vous voyez, c'est vraiment de plus en plus, il y a des femmes et il y a de moins en moins d'hommes. C'est ce qui est en train de se passer. Et quand on va voir ce qui va se passer dans l'avenir, vous voyez, j'ai regardé un petit peu, vous voyez très bien que dans l'avenir, vous voyez déjà maintenant, il y a vraiment un peu plus de femmes, mais quand on va voir ce qui va se passer en 2050, vous voyez qu'en 2050, il n'y aura que des femmes. Alors quand on me parle de la parité, égalité homme-femme, bon, je veux bien, mais enfin, tout de même, ça concerne tout le monde, quelque part, à un moment, la parité. Hein, bon, comme la réflexion que je m'étais fait, j'ai regardé, par curiosité, j'ai regardé de quoi était composé le bureau du Haut Conseil à l'égalité. Que des femmes. Je veux dire, il n'y a que des femmes. Je veux dire, c'est quand même étonnant, on parle de parité, il n'y a que des femmes. Bon, c'est une réflexion que je vous livre d'un urologue. Bon. Voilà, bon. Alors après, est-ce que la gynéco, c'est la seule discipline concernée? Ben oui, sur les examens, vous voyez bien que lorsqu'on fait une anuscopie, lorsqu'on fait une cystoscopie, une coloscopie, enfin bref, il y a plein de situations où effectivement, je veux dire, la problématique est la même. Parce que finalement, la problématique, c'est quoi? C'est l'intrusion d'autrui dans la sphère génito-sexuelle. Hein, c'est le fait pour une personne de pénétrer dans un espace physique ou relationnel défini où sa présence n'est pas souhaitée. Voilà. Donc l'interrogatoire, il y a deux choses, c'est l'interrogatoire à l'examen physique, l'interrogatoire sur la sphère intime et sexuelle, donc l'infertilité, dysfonction sexuelle, et vous voyez qu'il y a plein de spécialités qui sont concernées, et quand on fait l'examen physique des organes génitaux externes, des organes génitaux internes ou visuels, que ce soit de la dermatologie, que ce soit de la radiologie, enfin la clinique, le médecin généraliste, à visée diagnostique et thérapeutique, ça fait de très 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 nombreuses professions de santé. Donc les médicales, paramédicales, ça fait tout de même beaucoup de monde. Et est-ce que les femmes sont les seules concernées? Ben, finalement, les hommes, qui soient adultes ou adolescents, ils ont les mêmes problématiques. L'interrogatoire sur la sexualité et la sphère privée, ben, ça concerne les difficultés sexuelles, la vie intime, la satisfaction. Il y a de plus en plus de médecins et de soignants qui sont de plus en plus féminins. Donc les hommes vont être confrontés de plus en plus à être examinés et vus par des femmes. Bon, donc il faut se mettre en miroir. Hein, okay. Les actes invasifs, qu'ils soient diagnostiques et thérapeutiques, ils sont aussi fréquents sur la sphère génito-pelvienne. L'examen clinique, ben, les problèmes de nudité sont les mêmes. Les examens et toucher les organes génitaux externes et faire des touchés rectaux, c'est exactement pareil. Et le problème du consentement se pose de la même façon.
Donc, pourquoi on n'en parle jamais? Vous voyez, quelque part, c'est un bizarre cette histoire-là. On est toujours en train de parler des femmes et on ne parle pas des problèmes des hommes, et pourtant, c'est en symétrie la même chose. En fait, ça c'est mon interprétation, hein, parce que finalement, on n'a pas de données. C'est rarement des problèmes sexistes, mais surtout des problèmes de comportement et des problèmes de protocole d'examen clinique. Et ça, c'est valable pour la majorité de toutes ces disciplines cliniques. D'où la nécessité déontologique, donc faire ce qu'on doit, d'avoir des savoirs théoriques, et après surtout d'avoir des compétences. Et les compétences, elles doivent être techniques, c'est le savoir-faire et le savoir-être, avec des stratégies d'adaptation. Les compétences, elles peuvent être verbales et non verbales, la façon dont on sert, la distanciation, la neutralité, la bienveillance, la gestion des émotions. Pourquoi? Parce que l'examen clinique des organes génitaux et du corps sexué expose à la nudité, donc il faut avoir de la pudeur et faire attention aux gestes pratiqués. Et en plus, quand on parle de santé sexuelle et de vie intime et sexuelle ou de sexualité, la sémantique, le vocabulaire est très important. Et nous, en sexologie, on sait parfaitement l'importance de ça. Et il faut toujours rappeler les 4 principes de la bioéthique qu'on ne nous enseigne pas assez, mais qu'il faut toujours rappeler: le respect de l'autonomie du sujet, capacité du sujet à décider, consentement, la bienfaisance, obtention de conséquences favorables au bien-être et à la santé, la non-malfaisance et l'équité. Il y a aussi des cadres réglementaires. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais ce qui me paraît très important, tout ça, ce sont des règles de conduite éthique. Et l'éthique, c'est impératif. Donc la déontologie et l'éthique, ce sont des choses qu'il faut rappeler sans cesse, et il faut remettre toujours sur le tapis ces problèmes-là. Alors, bien sûr, je vous montre ça, mais je ne reviens pas, Dr Robin vient d'en parler, donc c'est très bien. Alors je me suis amusé à dire, ben tiens, si je l'appliquais aux hommes, vous voyez, je veux dire, voilà, pour voir un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai mis charte de consultation de la génitalité, sexualité reproductive ou non. Alors pourquoi génitalité? Parce que c'est le caractère de ce qui est génital lié aux organes génitaux, ou l'ensemble des caractères activités liées aux organes génitaux et au plaisir sexuel. Donc vous voyez, c'était un petit peu pour élargir. Et puis finalement, vous voyez, en rouge, c'est ce que j'ai changé. Donc j'ai modifié, mais pas grand-chose. Vous voyez, c'était patienteux, j'ai mis patient, et patienteux, j'ai rajouté. J'ai rajouté un peu examen vie, mais finalement, ça colle pas mal hein, pour M. Robin. J'ai trouvé que, bon, je pense qu'il faudra faire. C'est pour ça que j'ai mis en haut le pouce levé, c'est pas validé. Mais à mon avis, c'est pas très compliqué de faire un travail collaboratif où on va arriver. Vous voyez, ça ne fait pas des changements fantastiques et énormes, c'est jouable. Après, il faut me rappeler que l'Académie de médecine est venue au secours, hein, si je puis dire, des gynécos, en disant examen médical et viol, éviter la confusion des termes. Il a rappelé ce qui est fondamental, c'est que la clinique, c'est un temps indispensable à l'examen clinique, parce qu'actuellement la tendance est de ne plus examiner et d'aller demander des examens paracliniques. Hein, donc ça, c'est la médecine technicienne contre la médecine clinicienne. L'examen physique comporte un contact direct, c'est comme ça. Par contre, il nécessite des gestes plus intrusifs qui touchent l'intimité du patient. Il reste indispensable et non suffisant pour le diagnostic dans un certain nombre de pathologies. Donc les indications, toujours la rigueur scientifique, anorecto, IGA. Donc il est clair que les gestes ne sont pas à la définition de viol. Donc là, je passe, vous le savez. Il rappelle et réaffirme que l'examen clinique est une nécessité dans le cadre de la consultation. L'importance d'un lien de confiance mutuelle, Dr Robin vient d'en parler. La nécessité d'une information préalable, ça c'est indispensable. Et qu'une attitude professionnelle et une réelle empathie sont indispensables pour éviter toute interprétation des biais. Encore le savoir-être et le savoir-faire, donc les compétences. Okay. Alors, la Première ministre, a saisi le Comité consultatif national d'éthique, et ça sera très intéressant de voir ce qu'ils vont nous dire. Ça va sortir dans ce que j'ai compris en décembre, donc il y a le rapport du Sénat, puis le rapport des avocats. Et finalement, c'est quoi? C'est qu'on a il faut savoir aussi qu'il y a un changement de paradigme actuellement. Alors là, je prends ma casquette de sexologue, si vous voulez. C'est qu'évaluer la santé sexuelle et la vie intime, qui est son corollaire, permet de faire un dépistage opportuniste de difficultés sexuelles, bien évidemment, notamment la baisse du désir, dysfonction souvent masquée, mais aussi le fardeau symptomatique non sexuel, la fatigue, la détresse, la douleur, le manque de sommeil, etc. Les difficultés psychosociales, l'image, confiance, estime de soi, conjugopathie, difficultés au travail, les comportements de santé inadaptés,
comme l'adhésion thérapeutique, qui est un problème majeur, je vous l'ai dit ce matin, des maladies chroniques. D'accord ? C'est 1 sur 2 actuellement de patients qui a une maladie, ou de patientes qui ont une maladie chronique ne prend pas bien son traitement, d'une hygiène de vie qui n'est pas adaptée, des addictions qui se développent, et ça permet également de dépister des troubles de la santé somatique ou de la santé mentale. Les marqueurs, les troubles de l'excitation et du désir, alors trouble l'excitation, c'est l'insuffisance érectile et le manque de lubrification chez la femme non ménopausée, sont des marqueurs cliniques validés et pertinents du bien-être et de la qualité de vie, mais également de toutes ces anomalies. Alors que vous posez une question, c'est très simple, ça coûte pas cher et c'est simple. Pourquoi ? Parce que la santé sexuelle et la vie sont des marqueurs pertinents du bien-être, la santé non sexuelle et sociale aussi, car très souvent intriquées et interdépendantes. Donc il faut tout prendre ensemble. Donc deux messages importants de l'AIUS. Être un premier acteur en santé sexuelle relève de la responsabilité d'une majorité des professionnels de santé des territoires de première ligne, sous réserve qu'on les sensibilise. Pourquoi ? Parce qu'actuellement c'est simple, il y a un Français sur 2, si vous prenez 20 millions de maladies chroniques, 6 à 7 millions qui ont des handicaps, 6 ou 7 millions qui ont plus de 60 ans. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et quand on voit, il y a je ne sais pas combien de 8000 gynécos, 1500 urologues, 1000 sexos, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les demandes. C'est impossible. Donc tous les professionnels de santé doivent s'y mettre, d'autant plus que les réponses ne sont pas forcément compliquées. Il faut stratifier les demandes et hiérarchiser les réponses. Et ça, pourquoi ? Parce que ça améliore, s'occuper de santé sexuelle et de vie intime, ça améliore la pertinence des soins et ça réduit les inégalités et iniquités de santé qui sont extrêmement fortes dans ce domaine. Alors, un exemple très simple, vous voyez, j'ai coordonné le référentiel de l'AFSOS sur les soins de support label 1K, et en cas de cancer, 5 millions de personnes, si on prend 3 millions de femmes, 3 millions et demi d'hommes et femmes, plus leurs partenaires, ça fait 5 millions de personnes en France, 5 millions de Français, ok ? Qu'est-ce que on nous dit l'EBM ? Il est recommandé d'évaluer régulièrement la santé sexuelle et la vie chez tous les malades atteints de cancer, notamment ceux qui affectent les organes génitaux, le pelvis, la sphère réditionnelle, 50% des faits, de préserver ou rétablir l'autonomie fonctionnelle, y compris sexuelle. Quand on regarde un peu cancer, c'est un gros journal en cancérologie, vous voyez, c'est 2017, mais c'est vrai. Cancer, vous voyez, pourquoi c'est si difficile de parler de santé sexuelle et de vie intime chez les femmes qui ont un cancer ? Et je pourrais vous dire pourquoi c'est difficile chez les femmes qui ont une endométriose, pourquoi c'est difficile chez les femmes qui ont des troubles infectieux, chez les hommes, enfin bref, aujourd'hui dans toutes les maladies chroniques. Alors la pratique, la réalité de la pratique quotidienne, c'est qu'il y a trop ou alors pas assez d'évaluation de l'intime. Vous voyez ce qu'on est en train de dire, c'est attendez, il ne faut plus y aller. Et que nous disent la population et les gens, et les patients et les patientes ? Ils nous disent, mais attendez, voilà ce qui se passe en 2023. Et ça, je peux vous dire, c'est une diapo que je fais depuis 2017. 2017, 2018, 2018, chaque année, l'année prochaine sera pareil. Les impacts et les demandes sont très fortes. Je vous rappelle, c'est plus d'un Français sur 2 qui a des besoins ou des demandes non satisfaites. Et là, on a des enquêtes qui le montrent. Les inégalités, iniquités, qu'elles soient genrées, géographiques, sociales, elles sont extrêmement fortes. Les demandes et les besoins, elles sont parfaitement bien identifiés. On a des traitements qui sont très souvent efficaces. Mais en fait, en pratique, on ne repère pas bien les besoins, les réponses soignantes sont encore très insuffisantes. Donc vous voyez, on est vraiment, parce que le problème il est là, ce qu'a montré cette diapo que je montre souvent, c'est s'il a un problème. En fait, les professionnels de santé ne sont pas contre, mais ils disent j'attends qu'on m'en parle, et le patient lui dit j'attends qu'on m'en parle. Et toutes les enquêtes disent que les patients et les patientes attendent que ce soit le professionnel de santé qui fasse le premier pas. Donc en fait, on n'est pas dans un dialogue de sourds, parce que tout le monde dit oui, c'est important, mais on est un dialogue de muets, d'accord ? Alors, exemple que je vous ai pris, j'ai une enquête qui a été faite chez les patients suisses, vous voyez, c'est pas très vieux, chez les patientes, pardon, fait par un gynécologue, il dit que finalement, sexualité chez le gynécologue, ben, vous voyez très bien, hein, le rôle du gynécologue comme interlocuteur en matière de sexualité, ben oui, le gynécologue, il a vraiment un rôle important, à l'examen clinique, on est déjà dans une situation d'intimité, il a des connaissances, propositions pour parler de sexualité, rappeler que c'est un endroit, enfin bref, vous voyez, cette enquête montre ce que vous avez montré tout à l'heure, qu'en fait, le gynécologue est perçu par les patientes comme un interlocuteur souhaité en matière de sexualité. D'ailleurs, les patientes, elles s'attendent à parler de sexualité non seulement dans la composante biologique, mais aussi psychologique et relationnelle. Donc il faut l'encourager. Et vous voyez donc finalement, quel est pour vous le professionnel le plus adapté ? Ben vous voyez, ce n'est pas le sexologue, et c'est très bien parce qu'on n'est pas assez nombreux de toute façon, et on doit
pas intervenir en première ligne, mais en deuxième ligne, voire en troisième ligne. Et donc, c'est le gynéco ou le médecin généraliste. Alors maintenant, pourquoi les sexologues? Là, je prends un peu ma casquette corporatiste. C'est qu'en fait, on est doublement intrusif chez les sexologues, et par l'interrogatoire, et très souvent par l'examen clinique. Les psychologues ou les psychiatres n'examinent pas, c'est leur rôle, c'est comme ça. Et le sexologue, n'oubliez pas, c'est un adjectif. On peut être un gynécologue sexologue, on peut être un urologue sexologue, un médecin généraliste sexologue, une sage-femme sexologue, etc. Donc c'est pluriprofessionnel, d'accord? Donc on est très concerné. Je vous rappelle que depuis 2017, avec le plan 2017-2030, la stratégie nationale de santé sexuelle, c'est une priorité officielle, donc vraiment c'est quelque chose qui est un plan national, que pour nous, l'AIUS, la Société des sexologues, on a deux priorités, c'est répondre aux nombreux besoins et demandes encore non satisfaits des patients, je l'ai parlé, corriger les inégalités et intégrer la médecine du 21e siècle, ce qu'on appelle la médecine des 6P, en fait préventive, mais on peut aller jusqu'à 10, bon, je vous affaire. Et en plus, on est pratiquement, dans le cadre de la santé sexuelle et de la vie intime, les seuls à avoir une vraie, véritable approche transversale, puisque nous, on s'occupe des hommes, des femmes, du couple et des problèmes sociétaux. Donc vous voyez, traité sous lui, là c'est caricatural, mais on s'occupe de tous ces problèmes-là. Alors, conclusion, il ne faut pas se tromper de combat, ni genré ni sexualisé, parce que ce n'est pas l'apanage des femmes et des gynécos. De nombreuses professions sont concernées, les hommes sont également concernés avec un sexisme homophobe qui est beaucoup moins visible et dont on parle peu. Ce n'est pas qu'un problème sexiste ou d'inégalité genrée, et attention à ne pas créer de nouvelles inégalités, comme cela vient d'être dit. En réalité, c'est avant tout un problème de qualité de la prise en soin, donc la médecine de la personne, et on voit bien que c'est vraiment sollicité par les patientes et les patients. Mais parfois, n'oubliez pas que ça peut être plutôt un enjeu de pouvoir. Les femmes, quand elles dirigent, ben, elles sont aussi comme les hommes, avec les subalternes, entre guillemets, ces problèmes-là. Les principaux problèmes actuels, c'est le déficit majeur de besoins, les inégalités, et point clé, je vous l'ai dit, c'est que les patients attendent sur le professionnel. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors attention aux conséquences délétères pour les professionnels de santé, mais aussi pour les patients et patientes. Aggraver certaines disciplines, si les gens disent ben, j'arrête de faire gynéco, ben, après vous allez chercher les gynécos. Okay. Développer une médecine défensive, plus technicienne qu'humaniste, centrée sur la personne. Favoriser la science alternative et les fake news, et c'est ce qui est en train de se passer. Et attention quand on voit des messages qui sont en train de se développer de plus en plus comme ça. Ne pas se tromper d'objectif. La priorité, c'est d'améliorer les savoirs et les compétences cliniques, d'où l'importance de la formation. Respecter la médecine de la personne et l'évidence-based médecine, ça vient d'être dit par M. Robin, le niveau de preuve scientifique, il est prouvé pour l'examen clinique. Il faut aussi s'enquérir de la santé sexuelle et du bien-être sexuel. Maintenant, ça fait partie de recommandations de niveau 1 et de grade A. L'expertise du praticien avec les compétences, et puis respecter les valeurs du patient, d'où l'importance du concept de patient expert. Et nous, on travaille de plus en plus à l'AIUS avec des associations de patients. On fait des actions conjuguées, sociétés savantes, associations de patients, parce qu'on sait que c'est comme ça que ça va bouger. Donc attention à ne pas créer de nouvelles inégalités genrées femmes et hommes. Et la priorité, en fait, c'est de sensibiliser, former les professionnels. C'est un vrai problème soignant pour faire au niveau déontologique de savoir théorique et de compétences techniques et relationnelles, le savoir-être, savoir-faire, qui sont communs aux hommes et aux femmes, qui sont communs en fonction de la nature d'examen. Est-ce que c'est urgent ou pas urgent? Est-ce que c'est du dépistage où il y a déjà une consultation pour des symptômes? L'âge de la patiente ou patient ou du professionnel de santé va jouer avec les adultes et les adolescents et les aînés. C'est là où il va y avoir des problèmes liés à la sexualité. Les professions de santé nécessitaient d'avoir une double légitimité nécessaire, une qualification et une indication, d'où expliquer. Toucher et regarder le corps sexué, dénudé ou non, ça touche le pelvis de l'homme et de la femme, la poitrine de la femme. Aborder la sexualité, qu'elle soit reproductive ou non, la vie intime, etc. Sensibiliser régulièrement sur des bases éthiques de la médecine de la personne et du diagnostic éclairé et partagé. Donc vous voyez, on se retrouve avec le docteur Robin, former davantage sur la démocratie sanitaire, et d'où deux propositions de l'AIUS pour 2023, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est rédiger une charte transdisciplinaire spécifique élargie à l'abord génito-sexuel, en attendant l'avis du Conseil national consultatif d'éthique, et faire des recommandations de bonnes pratiques sur le thème qui, pourquoi et quand adressé aux sexologues dans le cadre de la suite du référentiel qu'on a fait pour cancer. Voilà.
Et je vous rappelle donc du 8 au 10 juin, et non pas du 15 au 1, comme a dit Philippe, qu'on se retrouve ici pour Sexe, Sexualité, le nouveau modèle, les sexologues incontournables. On a changé le point d'interrogation en mettant un point d'interrogation, et je vous remercie. Merci Pierre pour faire un peu tout ce point. Alors moi, je voudrais juste une petite réflexion, parce que ça fera un continuum avec ce matin, où on a parlé effectivement de la gestion émotionnelle de nos patients, et que le but de cette journée était de parler beaucoup autour des émotions, parce qu'on en parle trop peu. Et je voulais juste vous mettre une réflexion, parce que si je reprends les 3 interventions, on est passé effectivement du médecin, donc c'était l'effet pyramidal, le médecin qui avait tout pouvoir, le super-héros, moi je suis beaucoup dans les BD, c'était Superman. Donc tout ce qu'il disait c'était valable, c'était Dieu, bien sûr avec attention hein, Coraline, au truc. Moi je reste pas, on reste dans une réflexion, c'est-à-dire une dynamique, c'est-à-dire qu'il était Dieu, il était le sachant. Bon, on devait se taire, on devait faire ce qu'il dit. Très bien, on est dans une société, effectivement, on est en pleine mutation, et donc c'est bien le sujet de notre prochain congrès, on est en pleine mutation où justement on est passé des médecins de Superman. Et là, à vous entendre tous, moi je pense que maintenant il faut qu'on soit toujours des Superman et des Superwoman, dans le sens où il faut qu'on sache gérer nos émotions encore mieux que tout le monde. Pourquoi ? Parce que si je retiens à Coraline ce qu'elle nous a dit, enfin moi ce que je vois dans les problématiques des certificats et tout ça, c'est la peur, Coraline. Pourquoi les médecins ne le font pas ? C'est une gestion de la peur, de l'impact. Et tu nous as donné une émotion qui est l'espoir, c'est-à-dire qu'on pouvait jusqu'à prescrire 2 ans d'ITT. Donc là, c'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'on peut non seulement surmonter notre peur, mais avoir quand même de l'espoir en impactant, en mettant quelque chose d'extrêmement ferme dans la réponse. Mais c'est quand même de la gestion émotionnelle. Et là, quand on en revient à Robin, à ce que tu dis, mais les recours, pour moi, une société a toujours besoin de cadre. Et notre société, elle a perdu son cadre. C'est la liberté à tout prix. Si on regarde bien et on analyse les comportements, c'est la liberté à tout prix. C'est très bien, c'est très bien. Mais quand il n'y a plus de cadre du tout, hein, cadre éducatif, nous on voit les sexologues dans le sexe à tout prix, chemsex, si tu as eu ça, ça suffit pas, porno, machin, rajoute. Toujours une société sans limite sur le plaisir. Donc il n'y a plus de cadre. Alors, on est bien rappelé à un moment ou à un autre à remettre du cadre pour que ça puisse tenir. Là, on est en train de nous cadrer, nous, d'accord ? Là, on est en train de nous demander à nous, reprenons, ayons du bon sens, parce que comment avoir on nous demande de bien gérer nos émotions, d'avoir de l'empathie, très bien, tout ça. En même temps, on a un système de santé qui s'est effondré. Moi, quand je vois, vous me faites penser ça, mais je t'entendais parler, je dis, eh oui, mais on a une société qui, il y a 2 jours, a demandé à des gynécos, notamment, de prendre un jet privé pour se rendre dans les territoires où il y a un désert médical. Donc on en demande toujours plus, on nous demande d'être à l'écoute, de prendre du temps, je peux être l'avocate du diable aussi, à prendre du temps, de gérer, de bien prendre le temps d'expliquer, alors qu'on est dans une société où tout va vite, où tout se propulse, on doit enchaîner les patients parce qu'effectivement il n'y a pas assez de praticiens. Donc en fait on nous demande d'être encore des Superman et des Superwoman. Donc il y a quand même aussi un moment où on peut exprimer nos difficultés, et là c'est pour rejoindre quelque chose que Coraline, il faut savoir, alors là je vais être diabolisée, mais ça ne fait rien. On est de toute façon, Coraline, on est bien d'accord, que quoi qu'il arrive, qu'on soit coupable ou pas coupable, on est foutu, parce que si on est en libéral, surtout plus que salarié, mais en libéral, on est foutu dès qu'il y a une rumeur sur nous. On est foutu, d'accord ? Et maintenant en plus, ne me dites pas, parce que maintenant on me dit, Rosa, t'as regardé tes avis sur toi sur Google? Alors bon, comme je ne suis pas du tout, je vous avais entendu, réseaux sociaux et tout. Ah, parce que Rosa, il faut que tu ailles regarder sur Google tes avis. Ah, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on te dit sur toi. Donc vous voyez, là, on est condamné de toute façon, on est mort. En tout cas, là c'est sûr, en libéral, c'est fini pour vous. C'est pareil pour les avocats. Hein. Oui, pour toute... Oui, bien sûr. Ce que j'essaye de dire, que quoi qu'il arrive, on est condamné. Ça, c'est la première chose. Donc on n'a plus intérêt de bien gérer nos émotions. Et pour en revenir sur Pierre, aussi sur le plan émotionnel, il y a quelque chose, je voudrais être... on n'a jamais eu le temps d'en parler avec les urologues aussi, c'est qu'il y a aussi un biais quelque part, parce que vous, les urologues, quand on vient vous voir, les hommes sont consentants. Hein, on va bien être d'accord, c'est que là où je veux en venir, parce que c'est vraiment... Non mais voilà, mais ce que je veux dire, les médecins généralistes sauront bien te répondre là-dessus.
C'est-à-dire que les femmes, nous, on est pénétrés. Donc on est pénétrés tout le temps, souvent. Enfin, c'est un acte qu'on sait qu'on va nous rentrer dedans, dans tous les sens du terme. Mais les hommes, vous n'êtes pas habitués à être pénétrés. Vous allez me dire, tu vas voir. Là où je veux en venir, c'est que eux, ils savent dire non. Pourquoi ? En médecine générale, la plupart du temps, quand tu demandes, selon la clinique évidemment, mais les trucs, tu vas demander un toucher rectal, tu vas dire est-ce qu'il est d'accord ? Non mais ça va pas. Vous me prenez pour un PD. 3/4 des fois, je parle avec mes collègues. C'est-à-dire qu'eux, ils vont d'abord dire non. Après, il va falloir faire comme tu dis, il va falloir convaincre, machin. Mais ce que j'essaie de dire, c'est encore une fois, on est assez biaisé et on a aussi, encore une fois, à devoir gérer des émotions, mais il va falloir aussi travailler sur effectivement l'état émotionnel, d'être toujours dans un état de pénétration pour les femmes, d'autorisation ou non d'être pénétré. Ça semble plus évident pour une femme, mais il faudrait aussi parler des évidences pour les hommes, d'être... Alors là c'est très bien d'être pénétré par une femme en plus. Ah, c'est topissime, là. Donc là, je vous envoie des réflexions sur ce qu'on nous demande tout le temps. Et là, on nous demande, puisqu'on est vraiment dans une mutation actuellement, sur la charge émotionnelle, enfin, il n'y a plus de filtre, on vit des émotions et on les balargue, hein, on interprète, puisqu'on est très individualiste. Donc, ce que je pense est vrai et je vais le mettre sur les réseaux sociaux, il faut que ça devienne la norme. Ma référence, c'est moi. Donc mes émotions, si je ne les gère pas, finalement, on va nous les balarguer. Donc là où je veux en venir, on est vraiment dans une difficulté d'exercice. Et c'est vrai qu'il faut qu'on continue nos réflexions, parce que ce n'est pas simple de nous demander d'être encore une fois toujours des super-héros. Et parce qu'on ne peut pas l'être, on n'est que des humains. Voilà, donc maintenant, c'est à vous d'en parler. C'était la réflexion sur l'état émotionnel. Merci pour ces excellents topos. Je voudrais juste faire rajouter deux commentaires. Au moment de MeToo, je prenais la présidence du collège et la seule référence bibliographique qui a été donnée, c'est le livre noir de la gynéco, dans lequel je suis traité de président des violeurs de France. Et donc mes enfants m'ont demandé « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» Alors je peux vous dire que j'ai jamais violé personne et que j'ai considéré que j'avais à consacrer la moitié de mon temps à la collectivité et à la qualité de la médecine de la femme. Mais nous avons fait 2 erreurs dans les temps passés. Et c'est ce qui vous permet de dire on va sur la Lune et on doit être capable d'accoucher correctement. Eh bien non, madame. Non, maître. Dans les endroits où il n'y a pas de médecin et pas de sage-femme, et il y en a encore sur la planète, la mortalité maternelle est de 800 pour 100 000 accouchements. Chez nous, elle est de 8 pour 100 000 accouchements. Donc, nous avons la fierté de dire que nous avons divisé par 100 la mortalité maternelle. Je ne vous parle même pas de la mortalité infantile, où là, c'est des chiffres bien plus impressionnants. Et donc, on s'est malheureusement, depuis longtemps, et par paternalisme nataliste, amusé à dire que c'est le plus beau jour de la vie d'une femme, son accouchement. Mais non, il y a encore aujourd'hui 80 femmes qui meurent chaque année en France, en couche, d'embolie amniotique, d'embolie pulmonaire, d'infarctus du myocarde. Et quand ça arrive, le médecin, je vais vous raconter ce qui arrive à un médecin qui a le malheur de diriger un service où une femme meurt. Il est pris entre 2 gendarmes et il va déposer à la gendarmerie entre le malfrat et le dealer de drogue. Et donc, nous savons cela. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a cette pression sur nous, et cette pression est saine, parce que quand il n'y a pas cette pression, la mortalité maternelle augmente. New York, 15 pour 1000, 15 pour 100 000 décès. Donc on est parmi les meilleurs au monde, mais on a eu le défaut de dire « Mais ma petite chérie, tout va très bien, c'est le plus beau jour de ta vie, l'accouchement. » Ce qui a empêché les femmes de se préparer à ce qu'une fois sur 2, ça ne se passe pas comme elles l'avaient prévu, soit qu'on se mette à courir dans un couloir pour lui faire une césarienne en urgence, 30% de syndrome de stress post-traumatique sur les césariennes en urgence, soit qu'on soit obligé de faire une épisiotomie, soit qu'on soit obligé de faire une extraction instrumentale, ce qui est un geste extrêmement violent. Bref, une fois sur 2, cet événement se termine pas bien pour la femme, c'est-à-dire pas comme elle l'avait prévu, et nous, bêtes que nous sommes,
Nous avons voulu rassurer les femmes et surtout pas leur faire peur pour qu'elles continuent à faire nos enfants. Ça, il faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter, parce que le pire en matière de traumatisme, c'est quand on ne peut pas s'y préparer et ne peut pas anticiper que quelque chose puisse se passer mal. Deuxième point qui concerne non plus le désappointement de beaucoup de femmes par rapport à leur accouchement. On sait désormais que 96% des femmes qui accouchent en France sont satisfaites de leur accouchement. Enquête périnatale qui vient de sortir. Et on sait aussi que 11% de ces femmes ont un très mauvais souvenir de leur accouchement. Donc ça fait référence à ce que je viens de dire. Mais on a fait une autre très grave bêtise. Chaque fois qu'il y a un médecin qui est mis en tôle, et je ne vais pas défendre les violeurs, bien entendu, j'aimerais même que leur peine soit doublée. Voilà, pour vous situer, que des gens profitent de leur position dominante pour satisfaire leurs besoins sexuels, j'ai honte de cela. Et si je pouvais les égorger moi-même, je le ferais. Je ne suis pas d'accord avec ça, et je trouve que nous n'avons pas assez combattu cela. Dans ma ville, on vient d'en mettre un en prison pour 3 ans. Je me tourne vers son associé et je lui demande « Est-ce que tu savais ?» « Mais bien sûr, depuis des années. » Il pinçait les fesses de secrétaire et il avait des rapports sexuels avec ses patientes dans son cabinet. Cette omerta, nous avons la réputation d'être une profession qui ne fait pas le ménage dans ses rangs. Alors je vais vous dire, si je l'avais appris avant, je n'aurais pas téléphoné au président de l'ordre parce que je risquais de me ramasser une plainte en diffamation et surtout une plainte déontologique, et c'est moi qui aurais été condamné. Donc demain, on me dit, tu as un petit collègue dans ta ville qui déconne, qui est un malade, qui est un pervers, je suis incapable de régler le problème. Et je ne sais pas comment faire. Donc je plaide pour qu'on construise régionalement des structures paritaires pour recueillir ce genre d'informations et que ça ne soit plus une seule personne qui donne l'alerte, mais un collectif qui est habitué à recevoir ce genre de choses pour que simplement on puisse nettoyer notre profession de toute cette part, parce que je ne suis incapable de vous dire qu'il n'y a pas de violeurs parmi les gynécologues, je suis incapable de le dire, mais il y en a parmi les charbonniers, il y en a parmi les boulangers, il y en a pas, et je ne pense pas qu'il y en ait plus parmi nous. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes d'une profession qui touche à l'intimité et qu'on aurait dû faire le ménage dans nos rangs et qu'on n'en a pas été capable. On peut le faire dans un service hospitalier, et je l'ai fait dans mon service quand il y en avait qui avaient des propos un tout petit peu équivoques, mais nous n'avons même pas enseigné à nos jeunes correctement, et je pense qu'il faut qu'on intensifie cet enseignement, mais que surtout on soit capable de faire le ménage dans nos rangs, et qu'à Dieu ne plaise, on n'ait plus de gens qui nous disent on peut aller sur la Lune, donc on peut accoucher normalement. Et non, vous avez la chance d'être né ici et maintenant et d'avoir une sécurité absolue quand vous viendrez accoucher. C'est pas ce que je voulais dire. Mon message, c'est que si on peut aller sur la Lune, on peut avoir l'espoir que l'accouchement des femmes se passe toujours de mieux en mieux. On peut mettre cette énergie humaine à ce service-là. Voilà, c'était le sens de mon propos. Non, mais vous avez parfaitement raison. Hein, je veux dire, et les torts sont un petit peu partagés, mais je pense que l'avenir, de toute façon, c'est de faire des actions conjointes entre sociétés savantes et associations de patients. Parce qu'il n'y a que collectivement, si vous voulez, en s'aidant bien sûr de juristes, etc., qu'on pourra s'en sortir. Parce que là, de toute façon, tout le monde est d'accord sur les fondamentaux. Mais on n'enseigne pas. Alors ça, c'est les enseignants, sont les seniors, mais qu'on a un déficit. Mais il faut faire attention. Ce qui m'inquiète aussi, je trouve, c'est que les jeunes, maintenant, l'expérience des aînés n'a plus de valeur. Donc, en fait, on va sur Internet de plus en plus, et c'est Internet et les réseaux sociaux qui font un petit peu les savoirs alternatifs. Donc, il faut se battre contre ça, parce que on voit, j'ai pas mis, mais j'avais mis un petit peu des jeunes étudiants en santé qui ont fait une attaque que je trouve, c'était incroyable. Enfin, c'était politique, d'ailleurs, c'est militant, c'est politique, mais c'est repris et c'est comme toujours, c'est les minorités qui sont en train de mener la danse. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous, le seul moyen c'est de faire de la science, de faire de la rigueur, de l'académie, et de le faire ensemble. C'est une chose. Et après, il y a un côté sémantique qu'il ne faut même pas oublier, parce qu'on dit toujours que la femme se fait pénétrer, mais je trouve, pourquoi la femme dit « je prends possession ». Tu vois, je veux dire, c'est vraiment de la sémantique pure. Hein. Mais tu vois, je prends possession
du pénis, de la verge qu'on veut, au lieu je me fais pénétrer, je prends possession. C'est de la sémantique et c'est un petit nudge, c'est la théorie des nudges qui peut changer les choses de façon de voir de façon différente. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Ah, c'est l'heure. Donc je vous remercie. Alors je ne pourrais pas partir sans vraiment un participant qui me l'a rappelé, docteur Demergue, je ne sais pas s'il est parti, mais on ne pourrait pas finir une après-midi sans parler des maisons des femmes qu'on installe un peu partout en France. Enfin, il y a quand même des choses positives et des choses qui évoluent dans le bon sens. Et puis, bien rappeler qu'il faut sensibiliser le grand public et former les professionnels. Je crois que c'est important qu'on le rappelle. Merci pour votre présence toute la journée. Merci beaucoup.